Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Lancement de la formation des comités de gestion communautaire au siège de l'UNFD entre le ministère de la Femme et l'UNICEF. Et Rwanda, le pays attire un nombre croissant d'investisseurs avec plus de 2 milliards de dollars américains investis depuis le début de cette année. Merci à vous de nous rejoindre. Le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, va fêter son 40e anniversaire le 4 mars prochain. À cette occasion, de grandes festivités vont marquer ce 40e. Le président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh, a fait une déclaration en ce sens. Nous l'écoutons. L'objet de notre rencontre aujourd'hui et mon message ici ont trait à la célébration du 40e anniversaire de notre parti, le RPP. J'ai donc, par le moyen de ce message, souhaité m'associer à cet événement festif dédié à la commémoration du 40aire de notre parti, le RPP. Nous, les anciens, sommes enclins à briefer les nouvelles générations sur l'histoire de notre parti, ses origines, les circonstances dans lesquelles il a vu le jour, les raisons qui ont disposé à sa création, ses réalisations depuis qu'il a été mis sur pied, les défis et problématiques actuelles qu'il est appelé à relever. Ce message est donc essentiellement destiné à la jeunesse de notre parti. À ces jeunes militants, il porte sur l'histoire de notre parti. Faire le récit de notre parti, c'est tout d'abord rappeler qu'il est le fruit d'une émanation directe de toutes les forces politiques et populaires qui ont pris part à l'acquisition de notre indépendance. C'est pourquoi la LPI et le FLCS et les groupements et individus qui ont contribué de loin ou de près à l'avènement de notre indépendance sont naturellement devenus les membres du RPP. Je ne saurais omettre de profiter de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à toutes les composantes de notre mouvement, dont les femmes, les militants de la première heure, les cadres et dirigeants du RPP qui n'ont eu de cesser de traduire en permanence dans les faits les idéaux et aspirations de notre peuple. Je saurais non plus omettre tous nos autres héros, ceux-là qui ont milité au sein de la LPI et du FLCS et d'autres groupements et associations mobilisés pour notre indépendance et qui, ensuite, après l'acquisition de notre souveraineté, ont eu l'intelligence de cœur et d'esprit d'accepter la réorganisation de notre société sous le signe inclusif de la fraternité et de la concorde générale et nationale. En mai 1977, le 8 mai, précisément lorsqu'un référendum de l'indépendance a été organisé à Djibouti, c'est à une très large majorité, à plus de 85%, que le oui a remporté. La création du RPP, parti dévolu à l'intégration de toutes les sensibilités politiques de notre pays, s'est imposée aussi en raison d'un contexte hostile à la stabilité de notre État naissant. Les conflits armés qui ont éclaté entre les pays limitrophes de Djibouti, l'afflux des milliers de réfugiés qu'ils ont occasionné chez nous et la crise économique que cette situation a provoquée à Djibouti, notamment l'arrêt des travaux de nos ports et de notre train, ont constitué une nouvelle épreuve à notre aptitude à préserver notre identité nouvelle de peuple souverain. Aussi, la création du RPP a-t-elle été conçue comme une grille de repères pour éviter l'imbrication des problèmes des réfugiés déplacés sur notre territoire avec ceux de nos compatriotes, appelés à relever le défi propre à la création d'une nouvelle nation solidaire à même de générer un développement garantissant sa survie. Le RPP a également été créé pour servir de plateforme nationale de réconciliation et d'intégration politique pour tous nos compatriotes, y compris ceux qui avaient autrefois combattu l'indépendance. Cette idée est essentiellement l'œuvre du premier président de la République et père de la nation, Al-Hadi Hassan Bouleda Tidone, qui, avec d'autres dirigeants de son mouvement, en l'occurrence la LPI, était d'avis que notre pays ne résisterait jamais aux démons de la division et de l'émiettement si toutes les volontés politiques en son sein ne collaboreraient pas dans une seule et même entité, mobilisée pour la préservation de son existence, de son unité et de son développement. C'est donc lui qui était à l'origine, au terme d'un processus qui s'est étendu sur 2 ans,
de 77 à 79 de l'importance retrouvaille nationale qui a eu lieu à Dekil entre les toutes forces vives de la nation, jeunes, femmes, notables, pour mettre sur pied le RPP. Aujourd'hui, au terme de 40 ans d'existence, on est en droit d'élaborer un jugement critique sur le bilan du RPP. On est en droit de s'interroger sur l'issue positive ou négative des actions qu'il a menées. À ce propos, combien même, comme pour tout mouvement politique, il y a eu quelques ratés, la plupart des actions menées par le RPP ont débouché sur des succès éclatants. Le fait que la nature nous ait doté des conditions difficiles dans un climat aride et presque pas de ressources et de richesses a souvent été un frein à la réalisation rapide des objectifs définis pour notre développement. Mais tous ces obstacles, notre nation a su les surmonter à force de patience et de dépassement de soi-même. Les Djiboutiens et Djiboutiennes ont réussi à fixer un cap efficace pour la réalisation de leur développement. Nous n'avions d'autre choix d'ailleurs que d'aller de l'avant et de surmonter tous ces défis, car le combat pour la transformation de notre pays en contribuable était d'autant plus salutaire qu'en définitive nous n'avons que ce seul et unique pays où nous sommes contraints d'y vivre et d'y mourir. Pour surmonter les obstacles liés à son développement, notre société a usé de politique et de créativité. Notre parti a pris le nom de Rassemblement populaire pour le progrès. Il s'agit là d'une appellation qui a tout son sens. La notion de rassemblement renvoie à l'idée d'union, de volonté de fédérer tous nos compatriotes. La notion de populaire alerte sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'un mouvement ouvert à tous nos compatriotes, aux antipodes d'un club fermé qui serait réservé à certaines personnes, certains groupes de notre communauté nationale. Quant à la notion de progrès, elle souligne surtout le fait que notre parti est engagé en faveur du développement de notre pays. Notre parti a toujours été marqué par le fait que sa jeunesse a été à l'avant-garde de ces décisions majeures. Ce fut le cas lorsqu'au lendemain de notre indépendance, la jeunesse de notre parti a prêté main forte au leader charismatique et visionnaire qui était le premier président de la République et père de la nation, Al-Hadji Hassan Gouled Abtidon. C'est la jeunesse du parti qui avait compris avant tout le monde l'intérêt lié à un changement de nom du parti. La LPI avait servi à amener l'indépendance. Sa mission était donc révolue avec l'acquisition de notre souveraineté. Il fallait un nouveau mouvement politique qui fédère tout le monde, y compris ceux qui avaient autrefois milité contre l'indépendance nationale. C'est dans ces circonstances que le RPP, mouvement par essence ouvert à tous nos compatriotes, a été créé. Depuis, il n'a eu de cesser d'être en permanence à l'avant-poste des efforts visant à doter notre pays de tous les attributs propres à une contrée sûre, agréable à vivre. Voilà, donc c'était la déclaration du chef de l'État et président du parti RPP à l'occasion du 40e anniversaire du parti RPP. Également dans l'actualité, à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale prévue pour le 3 mars, donc demain, une forte délégation de parlementaires amis va participer donc à la séance. C'est ainsi que la présidente de la Chambre des députés de la République du Rwanda, Donatille Mukabalisa, est arrivée à Djibouti pour participer donc à cet événement. Elle a été accueillie avec tous les honneurs par le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Ahmed, qui a eu un premier entretien en tête-à-tête avec la présidente du Parlement rwandais et Mme Donatille Mukabalisa, accompagnée de plusieurs membres de la Chambre des députés de la République du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali, a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par la présidente Mukabalisa, qui l'a remercié donc pour son accueil, son hospitalité. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux parlements, au-delà donc entre Djibouti et le Rwanda. Mme Safi Elmi du bureau de l'Assemblée nationale de Djibouti a participé à la rencontre entre le président Ahmed et la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Mukabalisa, qui doit participer demain à l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale. Hier soir, l'annexe Cheikh Ousmane du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, situé à Balbala, a abrité une soirée culturelle dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du parti RPP. Ce fut une soirée pas comme les autres, festive et colorée. Cette soirée, organisée par le ministère de la Culture, a vu la participation de plusieurs centaines de militants et sympathisants du RPP. Le programme, plutôt riche et varié, de cette soirée comprenait entre autres danse folklorique, chants populaires, sketchs et discours officiels. 3 heures durant,
la star de la chanson djiboutienne Awale Aden, la troupe 4 Mars et d'autres groupes artistiques issus de la commune de Balbala se sont succédés donc au micro pour animer au rythme d'une musique cette soirée inédite. Il convient de souligner au passage que cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 40e anniversaire de la création du parti, le Rassemblement populaire pour le progrès. Et dans son allocution donc prononcée à l'occasion de cette soirée, le ministre de la Culture, Moumine Hassan Barré, a évoqué donc le rôle des annexes du RPP qui, a-t-il dit, constitue la base même du parti. Les annexes sont les piliers de notre formation politique. Elles sont appelées à faire un travail de proximité, a-t-il souligné en substance. Le RPP a été créé pour servir de plateforme nationale de réconciliation et d'intégration politique pour tous nos compatriotes, a précisé le ministre Moumine Hassan Barré, qui a notamment soulever les grandes réalisations du parti au pouvoir. Tout au long de ces 40 années, notre parti aura été donc un acteur incontournable dans la consolidation de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Si nous célébrons les 40 ans d'existence de notre parti, c'est parce qu'il est solide, unifié et tourné plus que jamais vers l'avenir, a souligné le ministre de la Culture. Ces festivités constituent, a-t-il poursuivi, l'occasion de manifester notre détermination, notre volonté pour redynamiser nos efforts et raviver nos forces pour un RPP encore plus fort. À l'occasion de la journée mondiale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain et dans le cadre des festivités du 40e anniversaire du parti RPP, nous allons revenir dans la séquence qui va suivre sur le rôle et la place de la femme djiboutienne dans notre société. Regardez, c'est un document de la rédaction. Intégration de la femme dans la vie politique à Djibouti. Une volonté du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui est en constante évolution, marque un grand tournant dans notre société, notamment dans sa façon de penser. Au-delà d'une simple question d'arithmétique, de siège au Parlement ou dans la fonction publique, cette vision de donner pleinement à la femme djiboutienne toute sa place dans la société reste avant tout l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande des réalisations du chef de l'État, de par son impact et sa dimension sociétale. Ainsi, la politique d'intégration de la femme menée par le président de la République depuis son élection à la magistrature suprême consiste à briser ces chaînes et de soigner le mal à la racine. Il s'agit d'une panoplie de mesures mises en œuvre depuis 1999, allant de l'arrêt des mutilations génitales chez les jeunes filles, source souvent de traumatismes, mais aussi de difficultés sanitaires en tout genre, durant toute leur vie de futures femmes, jusqu'à la scolarisation obligatoire des petites filles à parité égale avec les garçons. Deux mesures phares qui, à elles seules, assurent un avenir meilleur à la femme djiboutienne et à la nation tout entière, dans la mesure où elles allègent le lourd fardeau inutile supporté à vie en soins post-mutilation par la santé publique et bien sûr plus de 50% de la population qui sort de l'analphabétisme devient éduquée et active et partant de là, productive.
Bien sûr, à cela s'ajoute la création du ministère de la Femme et de la Famille, qui a été créé avec pour mission de mettre en œuvre cette politique. Le président de la République, pour annoncer les couleurs, augmente le nombre de femmes au gouvernement. Ainsi, la secrétaire d'État aux Affaires sociales et la ministre déléguée au logement font leur entrée au cabinet. Cette politique, appuyée par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, et avec elle l'UNFD, nécessitera des centaines d'ateliers de sensibilisation et nombre de conférences au niveau national et même régional où la First Lady, à chaque occasion, clame haut et fort la nécessité du changement. Aujourd'hui, il est heureux de le constater, cette vision désuète et impartiale de l'identité féminine est en train de se transformer au fur et à mesure que par l'éducation, par la pédagogie, par le militantisme, se brisent des résistances rétrogrades et des archaïsmes mensongers, voire criminels. Il est heureux de le dire, cette vision est en train de se transformer en grande partie grâce aux efforts conjoints de tous les acteurs concernés et plus particulièrement des femmes. Le message commence à passer et en 2003, la femme djiboutienne relève la tête, affirme son existence. On les croise dans les couloirs des ministères par groupe d'associations et les responsables marquent un point d'honneur à les recevoir. L'idée des femmes au Parlement est lancée et reste dans tous les débats. Oui, dit-on, les femmes doivent avoir leur représentante au Parlement, ou encore, les femmes doivent être représentées au Parlement. Quelle que soit la formule utilisée, la nuance reste toutefois présente et elle est de taille. En effet, si tout le monde s'accorde pour l'entrée des femmes au Parlement, pour la grande majorité de la gente masculine, y compris les politiques, les femmes ne seront pas les représentantes de leurs concitoyens hommes, mais toujours celles des femmes. En les croisant toutefois, on acquiesce toujours en réaffirmant « Vous avez votre place au Parlement ». Certains par ironie, pour d'autres par sympathie, souvent par courtoisie. Mais il y en a un pour qui il n'est rien de tout cela, mais un objectif bien précis. C'est ainsi qu'en 2003, le président de la République propose un projet de loi qui concède 10% des sièges du Parlement aux femmes, soit 7 sièges, et par la même occasion fait table rase de toutes les suppositions d'élargissement des sièges de l'Assemblée et toutes les options du mini-parlement des femmes. La cause féminine est un combat pour la justice, car elle porte sur des valeurs universelles, des libertés, d'égalité et de dignité. Des valeurs qui doivent rassembler au nom de l'humanité et transcender les préjugés et les clivages hommes-femmes. Dans le quotidien, c'est toute la société qui tire bénéfice de l'action de sa gente féminine. C'est le coup de tonnerre dans le ciel de Djibouti. Chacun se console et se dit qu'après tout, j'ai 90% de chances de ne pas être remplacé par une femme. L'opposition, qui est au mieux de sa forme à l'époque avec l'UAD et des leaders comme le défunt Ahmed Dini, paix à son âme, crie au scandale et à qui veut l'entendre que c'est contraire à nos us et coutumes. Les femmes, d'accord, mais ce n'est pas la bonne méthode, dit-on dans ses rangs et l'UAD, de promettre qu'en cas de victoire, cette loi sera abolie. D'ailleurs, l'UAD en a fait un sujet de campagne. Et avec cette loi, cette coalition croit en sa victoire. Et l'on spécule déjà sur le fonctionnement des institutions dans cette hypothétique cohabitation. C'est l'erreur qui lui sera fatale. Et l'UAD, dans sa posture, se mettra à dos la gente féminine. En effet, le président est sûr de sa popularité et sait que le peuple qu'il a porté au pouvoir en 1999 ne le privera pas d'une majorité à l'Assemblée, raison pour laquelle il a administré cette thérapie très douloureuse qui a permis de briser cette grande barrière qui fait obstacle à la femme djiboutienne. Un concept basé sur le clanisme et selon lequel la femme ne peut représenter l'homme. Ces élections ont été remportées haut la main, avec un résultat incontestable. Une véritable révolution pour ce pays qui, même indépendant et souverain depuis juin 1977, restait prisonnier de lui-même et d'un mode de vie ancestral. Mais le pari est réussi. L'infranchissable est franchi et la femme a franchi. La pilule, si amère soit-elle pour certains, a payé
propulsant la nation tout entière dans une nouvelle ère. La preuve que la greffe a pris. Autrement dit, cette mutation profonde de notre société, la nouvelle loi augmentant de 15% le quota des sièges des femmes au Parlement, soit 25% au total, est passée sans commentaire et même accueillie avec enthousiasme en 2018. Il a fallu un homme sûr de lui-même, mu par un courage politique sans faille, avec une ferme volonté de réformer son pays. Nous sommes redevables à cet homme, le président Ismaïl Omar Guelleh. Le mouvement du 1er novembre 2015, entre autres faits d'armes, puisait sa source dans ses qualités d'homme, d'État et de guide. Avec lui, en effet, nous sommes passés d'un mode de vie à un choix de vie, et pour toujours. Également dans l'actualité, dans le cadre de programmes de promotion et de protection des droits de l'enfant, l'UNFD a organisé dans son siège une formation de relais sur l'approche communautaire qui se tiendra du 2 au 6 mars. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités techniques de communication sur leur rôle en matière d'engagement communautaire et assurer la promotion et la protection de santé, l'éducation de la mère et l'enfant, des citoyens, ainsi que la protection de l'environnement et importance donc de renforcer les capacités des membres des centres de gestion communautaire dans les deux quartiers, 3 et Engela. Était présent à cette rencontre la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, des parlementaires ainsi que les représentants des deux quartiers. Durant cette cérémonie, la représentante de l'UNICEF donc a remis à la vice-présidente de l'UNFD un véhicule de marque Toyota Artop dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme communautaire. Une photo de famille a été prise à la fin de cette rencontre. Le ministère de la Femme et de la Famille pour l'habilitation de la femme djiboutienne en tant qu'actrice à part entière au développement socio-économique de sa communauté et du pays, offrant ainsi un environnement favorable à la réalisation des droits des femmes et des enfants. La mission de l'UNFD s'inscrit directement dans la vision de l'UNICEF qui vise, elle aussi, à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard de la petite fille et de la femme et à assurer la promotion et la protection de leurs droits, à accentuer l'accès à l'éducation formelle et non formelle pour les adolescentes et les jeunes filles, la promotion et la protection de la santé de la mère et de l'enfant, et enfin la protection de l'environnement. Ensemble, avec le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNIFD, nous avons au courant de ces dernières années développé et mis en œuvre des approches et un programme de renforcement des capacités communautaires dans plusieurs communautés, des préfectures d'Arta, d'Ikil, Alissabié, Tadjoura, Dobok et dans 2 communes de la ville de Djibouti. Et dans son allocution, la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, a remercié la représentante de l'UNICEF, Janabou Maoundé, pour l'octroi d'un véhicule pour renforcer les actions menées en faveur des communautés. Partenaire quotidien des agences onusiennes pour la mise en œuvre des interventions communautaires à l'échelle nationale, s'est vu confier la gestion du programme communautaire de promotion et protection des droits humains, appelé Programme Salam, qui cible des divers domaines tels que l'éducation, l'environnement, la protection des enfants contre toute forme de violence, la promotion de l'abandon de toute forme d'excision, l'enregistrement de naissance, la lutte contre les mariages précoces. Permettez-moi de vous rappeler que le 23 comités de gestion communautaire existantes depuis 2014 ont fourni des résultats encourageants et promoteurs. D'où la nécessité d'élargir ce programme dans d'autres sites. C'est la raison pour laquelle 7 nouveaux CGC ont été créés en 2018, répartis dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, a encouragé les participantes à continuer leurs efforts pour aider les familles vulnérables. On l'écoute. Encourager les membres du comité de gestion présents ici dans les salles et ceux qui ne sont pas là pour tout le travail et effort qu'ils font au sein de leur communauté pour que la famille se porte mieux, pour que la femme se porte mieux, pour que la petite fille se porte mieux et que pour le petit enfant se porte mieux. Le travail que vous êtes en train de faire est un travail qui vient compléter l'action du gouvernement. Donc, de temps en temps, il faut reconnaître ce que chacun fait et vous faites un travail formidable sur le terrain et je vous demande de doubler d'efforts
pour que ce pays soit un pays de paix, ce pays soit un pays où il fait bon y vivre et ce pays où chaque Djiboutien ou chaque personne vivant sur ce territoire se sente bien. Et ce sont vos actions qui vont permettre d'avoir ce ressentiment. Que dans une société, chacun a un rôle pour que cette société avance et se développe comme il se doit. L'État réfléchit, l'État donne des orientations, le gouvernement veille à ce que ces orientations et ces directives et ces politiques et ces stratégies soient actées et vous êtes, si vous voulez, les bras armés pour mettre cette politique sur le terrain. Donc, on doit être complémentaires, mutualiser nos efforts, coordonner nos actions et surtout être à l'écoute des populations les plus vulnérables. Et notre équipe sur place a également pu recueillir les réactions des participantes. Ici aujourd'hui pour la formation de formateurs dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains. C'est une formation qui va se faire sur différentes étapes. Donc une première formation de formateurs a eu lieu la semaine dernière, donc du 24 au 28. Cette formation aujourd'hui concerne les nouveaux CGC, les nouveaux comités de gestion communautaire de Quartier 3 et donc d'Enguela. Qui va se dérouler sur 5 jours, suivi des formations au niveau des régions, des CGC de Dikil et du Nord. Les formations vont porter sur non seulement la base d'un comité de gestion communautaire, étant donné que ce sont des nouveaux CGC que nous avons, que l'UNFD en collaboration avec l'UNICEF ont choisi d'étendre. Donc nous remercions surtout notre partenaire UNICEF. Dans le cadre du projet Mon école à moi, la 4e journée d'action éco-citoyenne s'est déroulée à travers l'ensemble des établissements scolaires de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Aujourd'hui, donc, partout, la communauté nationale s'est fortement mobilisée, tant et si bien que dans chaque établissement scolaire, on pouvait constater une participation massive aux activités de nettoyage et d'entretien. Enseignants, élèves et parents, mais au-delà même, les organisations de la société civile, les élus locaux et les responsables des mouvements associatifs et des ONG étaient tous sur le pont pour ramasser les ordures, repeindre, réfectionner les murs d'enceinte et jantés et masqués. Les riverains et les parents et enseignants donc de chaque école sont arrivés très tôt pour bichonner et embellir les écoles qui refont peau neuve. Dans certaines écoles des communes de Djibouti-Ville, des activités périscolaires comme du jardinage et des séances pédagogiques de bonnes pratiques d'utilisation des corbeilles et des bennes à ordures ont été organisées en faveur des élèves et des riverains de l'école. Ainsi, des jeux de rôle et des activités de simulation ont permis de montrer le bon usage des dispositifs de collecte des ordures ménagères au sein des établissements scolaires et dans le milieu urbain. La ferveur et l'enthousiasme dans lesquels se déroulent donc ces travaux d'entretien et d'embellissement des salles de classe, des blocs administratifs et des sanitaires prouvent que le projet Mon école à moi est désormais entré dans les mœurs, ce qui démontre que la communauté nationale s'est désormais approprié les objectifs de ce programme. Les différents témoignages recueillis partout dans l'établissement scolaire tendent tous vers cette appropriation des journées éco-citoyennes. Écoutons à présent les témoignages des parents, des élèves et des leaders communautaires et associatifs. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée vraiment très importante. Une journée vraiment, donc, pour moi, c'est une journée pas comme les autres. Ensuite, donc, je salue vraiment cette initiative donc, prise par le ministre de l'Éducation nationale, qui est vraiment de rendre propres les écoles, qui est aussi un des objectifs, des grands objectifs du président de la République de Djibouti, de rendre le pays propre et sauvegarder le patrimoine matériel, tout en sachant que l'école fait partie du patrimoine matériel, c'est le lieu des connaissances, c'est le lieu du savoir, même voire c'est le lieu de la vie. Sans l'école, il y a l'ignorance, sans l'école, voilà. Donc, alors il faut que ce lieu soit propre pour que l'enfant en profite, pour que l'éducation, pour que donc, les apprentissages se font efficacement dans la convivialité, dans la propreté, dans l'hygiène, voilà.
Je sollicite les autres parents, je demande aux autres parents de participer à cet acte ou à cette activité noble, très noble, qui rend propre l'école, qui est très bénéfique à tout le monde, aux enfants, aux parents, au personnel de l'école, à tout le monde et même au quartier. Donc j'espère que les parents seront vraiment intéressés à cette activité, puisque vraiment c'est une activité noble. Santé à présent, une équipe du ministère de la Santé se rendue dans la localité de Laïta pour inaugurer donc un nouveau poste de santé, accueilli donc par le préfet de la région. L'équipe donc a procédé à la mise en service de tout nouveau poste de santé. Les habitants de Laïta ont afflué donc massivement sur les lieux pour témoigner de la réalisation de cette promesse tenue dont ils se réjouissent infiniment. Il s'agit d'une structure de santé de premier niveau qui offrira des prestations de soins de santé de base comprenant entre autres les consultations pré- et post-natale, le planning familial, la prise en charge intégrée des enfants, la nutrition et la vaccination. Après la traditionnelle donc coupure du ruban, le ministère donc et sa délégation ont visité donc les différents services et postes de santé de Laïta. La construction du poste de santé de Laïta répond donc à un objectif, en l'occurrence celui de rapprocher des offres de soins au plus près des communautés en vue de la couverture sanitaire universelle telle que préconisée dans la politique sanitaire du président de la République. Et au regard de toutes leurs actions et leurs efforts constants en matière de développement local, l'avènement du nouveau poste de santé est perçu donc comme un palier supplémentaire dans l'amélioration de la santé et donc du cadre de vie des habitants de cette région. Dans le cadre de la prévention et du traitement des maladies, le Rotary Club a organisé 2 journées de dons de sang en collaboration avec le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Pelletier et la gendarmerie nationale. La première journée était réservée aux membres du club et aux amis, puis deuxième journée donc aux habitants donc du camp Cher Ousmane et jusqu'à PK23 où l'équipe du labo a prélevé le sang des gendarmes. L'altruisme des uns et des autres devrait améliorer la prise en charge en milieu médical. À travers ce geste hautement salutaire de générosité, donc le président de la République a voulu démontrer donc du Rotary Club démontrer l'importance et la nécessité que revêt le don de sang pour soulager les souffrances de nos compatriotes alités dans nos hôpitaux. Sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de football a clôturé hier la formation d'initiation aux gestes de premier secours et à la médecine des sports lancée le 25 février au profit des soigneurs de tous les clubs affiliés à la Fédération. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de la Fédération, Suleiman Hassan Ouabeli, qui a donné le coup de sifflet final de cette formation en présence du haut responsable de la FDF, dont notamment le secrétaire général et ainsi que le docteur Nasser Ali Abdi, responsable du stage. La cérémonie de clôture qui s'est donc déroulée dans la salle de conférence a vu la participation des responsables des équipes affaiblies à la fédération et en fin de rencontre, des responsables ont distribué des certificats. Nous avons abordé 4 items très importants à la médecine du sport et au secourisme. C'était la médecine du sport, le geste des premiers secours, la nutrition et la physiothérapie. Ces 4 items ont été très importants et très abordants pour les soigneurs de clubs affiliés à l'AFDF. J'espère qu'ils ont bien profité de cette formation. C'était une formation de niveau 1. Inch'Allah, l'année prochaine aussi, nous comptons faire une autre formation de niveau 2. Et de là, nous passons à ce qui fait l'un de l'actualité africaine et internationale. Le Rwanda attire un nombre croissant d'investisseurs avec plus de 2 milliards de dollars américains donc investis dans le pays depuis le début de cette année. Cette économie, qui fait aujourd'hui partie des plus attractives du continent africain, connaît une croissance économique de plus de 7% par an depuis les 18 derniers mois. Et donc le Rwanda a enregistré 173 projets d'un montant de 2 milliards de dollars depuis début 2019, issus principalement de l'agriculture, des industries minières et des infrastructures. Le Rwanda de Paul Kagame devrait connaître une croissance de 7,8% en 2019, portée par la solide performance enregistrée en 2018 selon le gouverneur de la Banque centrale, John Rwangombwa. Pour le patron de la National Bank of Rwanda, l'année 2018 a été marquée par de bonnes performances économiques qui ont eu un impact positif sur la croissance et la stabilité du secteur financier, lequel enregistre une évolution 3 fois plus importante qu'en 2010, des avancées aussi portées par les secteurs de l'agriculture, des services et de l'industrie.
Les forces de l'ordre ont interpellé l'un des frères de l'auteur de l'attentat de Strasbourg qui avait fait 5 morts en décembre suite à des messages alarmants sur Facebook. Selon une source proche de l'enquête, Malek Shekat, 38 ans, a été interpellé non loin du centre de Strasbourg, près de son domicile. Et de plus, Malek Shekat a posté une photo montrant 5 armes, dont 2 fusils d'assaut, un fusil et 2 pistolets, ainsi qu'un gilet pare-balles, selon le site internet du quotidien des dernières nouvelles d'Alsace. Une perquisition du logement de Malek Shekat était en cours en fin d'après-midi hier, toujours selon la même source. La police judiciaire a été saisie par le parquet de Strasbourg pour des menaces de crime contre les personnes. Un homme a ouvert le feu le 11 décembre dernier, rue des Orfèvres à Strasbourg, près du marché de Noël, avant de prendre la fuite. Le principal suspect de l'attentat de Strasbourg, Shérif Shekat, 29 ans, a été abattu par la police dans la soirée du jeudi 13 décembre. Après 50 heures de traque, l'attaque a été par la suite revendiquée par des terroristes de Daesh par le biais de leur organe de propagande. Et enfin, le Pakistan a libéré le pilote indien qu'ils avaient capturé au cours d'affrontements aériens dans la région disputée du Cachemire. Cette libération avait été annoncée la veille par le Premier ministre pakistanais Imran Khan, qui avait évoqué un geste de paix après une dangereuse escalade des tensions entre les deux pays voisins. Le lieutenant-colonel avait été capturé donc mercredi après que son avion de chasse avait été abattu par l'armée pakistanaise au-dessus du Cachemire, cette zone montagneuse que se disputent l'Inde et le Pakistan depuis leur indépendance en 1947. Depuis longtemps, New Delhi accuse Islamabad de soutenir les infiltrations rebelles dans la partie indienne du Cachemire. En réponse à un attentat suicide le 14 février dernier contre des paramilitaires, l'armée indienne avait effectué en décembre et en début décembre donc de semaine une frappe préventive en territoire pakistanais qui a débouché sur de graves affrontements aériens du jamais vu depuis des décennies entre les deux États voisins. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.